Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Monsieur le journaliste, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais d'abord vous remercier du fond du cœur, mais tout en m'inclinant devant la mémoire de ces valeureux Togolais qui sont tombés sous la méchanceté et la barbarie des individus non identifiés qui sèment la terreur et la panique au sein de nos populations qui malheureusement vivaient dans des conditions les plus déshumanisantes et les plus misérables. Il a fallu que ces actes d'une extrême violence frappent nos populations, que beaucoup parmi nous découvrent dans quelles conditions vivaient nos populations à l'intérieur du pays. Parce que beaucoup de Togolais n'ont pas eu la chance de parcourir le Togo et aller dans les fermes et hameaux pour toucher du doigt les conditions dans lesquelles vivent nos populations. Au 3e millénaire, il n'y a rien de plus difficile que de vivre dans une maison sans lumière, sans électricité, envahi par l'obscurité. Autrement dit, le paramètre développement n'y est pas. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de développement si vous ne connaissez pas l'électricité. C'est un paramètre capital. Sans perdre de vue la question, il s'avère nécessaire que devant des actes d'une extrême violence qui interpellent chaque Togolais doué de raison, doué de patriotisme, de poser les questions qui puissent nous permettre de poser un diagnostic digne de ce nom et de rechercher de façon consensuelle les solutions idoines et durables. Le premier problème du Togo, c'est la crise de confiance. La crise de confiance est palpable. Les Togolais, la plupart du temps, sont toujours restés sur leur soif devant les dossiers les plus brûlants pour lesquels la justice, les institutions en charge de rendre le verdict, de faire la lumière, ont manqué d'impartialité, de rigueur et de hauteur. Je voudrais donner quelques exemples. Je me rappelle le dossier sur la sûreté, l'atteinte à la sûreté de l'État, où l'État togolais a tenté de modifier le rapport de la CNDH, contraignant M. Conté, à qui je jette de fleurs, à la fin de prendre le chemin de l'exil et de bien soutien le vrai contenu du rapport de la CNDH. Mes chers amis, en 2013, chacun de nous sait, quand nos grands marchés ont été brûlés, les secondes qui ont suivi, c'est les opposants qui ont été arrêtés. À la fin, le rapport des experts français a signifié que c'était à base du kérosène que les marchés ont été incendiés. Mais jusqu'à ce jour, lettre morte. Je voudrais également rappeler tristement l'assassinat de ces jeunes élèves à Dapao, qui jusqu'à ce jour, enquête ouverte, mais depuis 2013 jusqu'à ce jour, les Togolais sont restés sur leur soif. Le braquage à l'aéroport international Gnassingbé et Yadéman, entraînant mort d'homme, jusqu'à ce jour, on n'a pas pu situer les responsabilités. L'assassinat de Madjoulouba, dans la nuit du 3 mai 2020, on a dit que les enquêtes sont ouvertes depuis 2020. Mes chers amis, jusqu'à ce jour, Dieu seul sait à quel niveau les enquêtes se situent.
l'histoire sur le Petrol Gate, où le journaliste Ferdinand Haïté, à qui je jette des fleurs, a pu présenter un certain nombre de manquements. Mais jusqu'à ce jour, aucune lumière n'a été faite afin de permettre aux Togolais d'avoir confiance en leur justice et en leurs institutions. Les dossiers liés à l'exploitation du pétrole au Togo, où certaines institutions internationales ont avoué que le Togo produit et vend du pétrole. Jusqu'à ce jour, nous sommes restés sur notre soif. En dehors de ça, des actes isolés, l'assassinat du jeune Mifiodo, j'ai bonne mémoire en 2017 à Agoy, Zozo Jomeke, le jeune mécanicien qui a été tué à bout portant, Mohamed, pour ne citer que ces exemples. La liste est longue. C'est pourquoi j'ai dit que le problème du Togo, c'est la crise de confiance, le mensonge d'État. La justice est aux ordres de ceux qui se considèrent à tort comme étant les tout-puissants. Pour autant, la loi est dure, mais c'est la loi. Quand on parle de la démocratie, quand on parle de la res publica, la république, ce qui protège tout le monde, c'est la loi, la rigueur de la loi, force à la loi. Mais quand les hommes deviennent plus puissants que les lois, c'est que personne n'est en sécurité. La preuve, aujourd'hui, Jimon Auré est en prison pour avoir tenu des propos qui ne sont pas plus dangereux que ce que M. Kokorko a eu à dire publiquement. Des missiles placés au bord de la rive Oti. Et ça fera des dégâts graves. J'ai rafalé des directeurs. Bref, pour dire qu'un État qui est censé protéger tout le monde ne fonctionne pas de la sorte. Mes chers amis, la situation que nous vivons aujourd'hui, malgré les actes d'une barbarie insoutenable, beaucoup de Togolais sont toujours dubitatifs et se posent des questions. Parce qu'après plus de 4 attaques, jusqu'à ce jour, on n'a pas pu nous présenter un seul djihadiste. Par contre, quand un seul Togolais, surtout de l'opposition, de la société civile, a des fois donne certaines informations qui n'arrangent pas le régime, les secondes qui suivent, c'est la gendarmerie, c'est la police qu'on met à tête rousse. Voilà comment notre État fonctionne. C'est pourquoi j'ai dit au prime abord que le problème du Togo, c'est la crise de confiance. Et quand un État tombe dans cette situation, ça voudrait dire que le vivre ensemble est menacé. Le vivre ensemble est menacé. Quand j'analyse de près le comportement du régime RPT uni, c'est des gens aptes, très rapides, à trouver des solutions aux problèmes internationaux, aux dossiers internationaux. Quand le RPT UNIR est sollicité pour résoudre un problème à l'international, les secondes qui suivent, les solutions tombent, comme c'était de la manne qui tombe du ciel. Mais quand c'est des problèmes qui touchent le Togo, pour lesquels on a pris l'engagement d'être des dirigeants, on est incapable de trouver des solutions pour son propre pays. Mais on se sacrifie nuit et jour pour faire plaisir à l'international. Là-bas aussi, c'est une erreur très grave qu'un dirigeant qui aime son pays ne doit jamais commettre. Parce que par-dessus tout, le Togo d'abord. Le Togo d'abord. Aujourd'hui, chacun de nous voit dans quelles conditions nos populations vivent. Le train de vie de quelques individus. Les conditions de vie des Togolais.
Et la misère prend des proportions inquiétantes. La hausse des prix du carburant, à ces moments les plus difficiles que nos populations vivent. Après 2 ans de gestion de la pandémie à Covid-19, où les gens ont été soumis à une rude épreuve, marquée par des privations, des interdictions de tout genre, réduisant à néant nos efforts sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan, j'allais dire, mes frères et sœurs, nous sommes tous interpellés. Quand la nation va mal, tous ces enfants doivent se battre pour que des solutions idoines soient trouvées. Est-ce que le Togo n'a pas les moyens conséquents pour subventionner le prix du carburant, surtout pour ces moments les plus délicats que nous traversons? Ça voudrait dire quelque part, à chaque fois qu'on augmente 1 centime à l'international sur le prix du pétrole, les secondes qui suivent, le Togo doit subir. Malheureusement, aucune subvention pour permettre aux Togolais de supporter ce mal qui prend des proportions inquiétantes. Ça, au Togo, vous allez voir, notre salaire est toujours resté le même. Nos salaires sont toujours restés les mêmes. Ailleurs aujourd'hui, pour permettre aux gens de pouvoir supporter le poids de la vie, les gens sont en train de rehausser les pensions de retraite. Les gens sont en train de relever les pensions de retraite. Malheureusement, un homme qui sert l'État durant 25 ans, durant 30 ans, à la fin, la pension de retraite tourne autour de 15 000 à 19 000. Pour autant, dans notre même pays, on nous a dit que le SMIC est à 35 000. Un agent de l'État qui a servi l'État durant 20 ans, durant 25 ans, durant 30 ans, la pension de retraite est autour de 15 à 17 000, 19 000, 20 000. S'il vous plaît, ça voudrait dire que nous sommes loin de la réalité. En dehors de ça, dans quel pays, aujourd'hui, avec la globalisation des choses, de l'économie, on ne peut pas tenter de rapprocher nos salaires avec nos voisins de la sous-région pour permettre aux Togolais aussi de ne pas trop sentir le poids de la vie, les fluctuations. Aujourd'hui, nous subissons tout ceci parce que nous n'avons pas la maîtrise de notre économie. Les banques sont privatisées. Si vous me permettez, je peux me permettre de dire seul l'UTB aujourd'hui se trouve en quelque sorte à cheval entre la privatisation et la non-privatisation. Dieu seul sait de quoi demain sera fait. Quand vous remettez une banque entre les mains d'un étranger et vous avez seulement que 10% sur les finances de cette banque, ça voudrait dire que vous n'avez plus la maîtrise des choses. Et aujourd'hui, si nous prenons toutes ces banques qui ont été privatisées, ça voudrait dire que notre économie se volatilise. Et cela profite à ceux-là qui sont les détenteurs de ces banques. Les grandes boutiques, les supermarchés sont entre les mains des étrangers. Ça veut dire que nous n'avons pas la maîtrise de notre économie. Aujourd'hui, ce qui est encore lamentable, les Libanais vendent du sable aux Togolais. Les Libanais vendent du sable aux Togolais. Mais quand nous prenons des sociétés d'État comme la brasserie, quand nous prenons des sociétés comme la Simao, plus de 4 sociétés de fabrication de ciment au Togo, malheureusement, nous n'avons pas de logements sociaux. Quand nous prenons des institutions comme la brasserie, les 2 brasseries, au moins si le Togo avait une organisation digne de ce nom, c'est des sociétés qui pouvaient nous construire ne serait-ce des écoles, des centres de formation, des dispensaires, des écoles de formation. Mais hélas, parce que le volet social, pour ces institutions, pour ces entreprises, ça profite à qui?
Ça sert à quoi? Voilà un peu la situation de notre pays. Pour finir, et ce qui nous interpelle le plus, qu'on le veuille ou pas, le Togo c'est notre pays. Et nous avons obligation de nous battre pour faire de ce pays, selon le vœu de nos ancêtres, de nos pères fondateurs, la Suisse d'Afrique. Rien ne doit arrêter ce combat. Tout ce que vous êtes en train de faire aux Togolais, vous avez comme l'impression que ce peuple a perdu sa détermination, a perdu son courage. Mais je tiens à vous dire que c'est archi faux. C'est une mauvaise interprétation. Les Togolais sont toujours debout et iront jusqu'au bout, qu'on le veuille ou pas. Nous faisons partie de ce peuple qui lutte et qui continue de lutter, malgré tout ce que nous avons connu comme barbarie, comme assassinat, comme meurtre contre des manifestants à main nue, que personne ne pense qu'il a devant lui un boulevard. Mes chers amis, le peuple est imprévisible. Et j'ai en souvenance les propos de M. Ngbo en 2012, quand il disait que le peuple togolais est un peuple patient. Mais la patience a des limites. Mes chers frères et sœurs, victimes de la mauvaise gouvernance, victimes de la misère et des inégalités sociales, sachez tout simplement que sans la rotation du pouvoir, le Togo ne pourra jamais progresser. Ce n'est pas la longévité au sommet d'un État qui détermine le succès ou les résultats qui puissent faire avancer un État. Au contraire, c'est quand le pouvoir est limité dans le temps et dans l'espace, ça contraint le dirigeant à donner le meilleur de lui-même. C'est ça qui nous manque. Et c'est ça qui fait que nous sommes à la traîne dans tous les domaines. Quand vous durez de trop au pouvoir, même le pouvoir que vous avez entre vos mains, vous n'arrivez pas à vous servir. Et encore moins à servir le peuple. Si ce que je dis est faux, mettez pied dans les localités respectives de ceux-là qui sont aux affaires durant 30 ans, 40 ans, 50 ans, sans jamais chercher à donner la chance à d'autres Togolais. Un État ne fonctionne pas de la sorte. Une république ne fonctionne pas de la sorte. Une nation ne fonctionne pas de la sorte. Nous sommes à l'époque où la rotation du pouvoir, où la refondation de la nation s'impose à nous tous. Les Togolais sont égaux en droit et en devoir. Et chacun de nous doit vivre pleinement pour se battre pour le devenir de notre chère nation, le Togo. Chers compatriotes, quoi qu'il arrive, ne perdons jamais espoir. Ce n'est pas parce que c'est dur que nous devons abandonner, que nous devons abdiquer, mais au contraire, c'est parce que c'est dur que nous devons nous battre pour atteindre les objectifs qui vont permettre à notre pays de connaître des lendemains meilleurs. Mes frères et sœurs, le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est aucunement contre personne. Au contraire, c'est au nom du désir ardent de voir tous les Togolais jouir pleinement de leurs droits et de servir notre pays. Nous avons une bonne pluviométrie. Nous avons des terres fertiles pour l'agriculture. Nous avons des hommes et des femmes déterminés, compétents pour servir ce pays. Mais malheureusement, nous faisons face à une discrimination. Nous faisons face à l'exclusion. Nous faisons face à une volonté manifeste de ne jamais voir la majorité écrasante des Togolais avoir le sourire. Pour autant, ce n'est pas la minorité qui développe une nation, mais c'est l'ensemble des fils et filles d'un pays qui développe une nation. Chers frères et sœurs, la diaspora togolaise consciente et déterminée, nous avons du travail à faire ensemble. Que personne ne pense que sa voix n'est pas utile pour la renaissance du Togo. Que ce soit l'éléphant, le bœuf, le lion, la panthère, le colibri, tout le monde est utile pour faire de notre Togo un État radieux, un État qui protège tout le monde, un État
où la démocratie nous permettra de créer les conditions favorables pour permettre à tout le monde de vivre en paix, en toute quiétude. Mes frères et sœurs, que Dieu bénisse le Togo. Votre frère Amin Abuja, le porte-parole de la DMK. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.